Bonsoir Christophe Moni. Bonsoir. Monsieur le Dazen du Gard, merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission ce soir. C'est une première également pour vous. C'est normal. Plaisir. Vous venez d'arriver depuis que quelques semaines dans le département du Gard, puisque vous êtes là depuis la rentrée de septembre dernier. Coralie va m'accompagner pour vous interroger. Mais la première question que je voulais vous poser, c'est que maintenant vous avez atterri, ça y est, et vous avez parcouru le Gard depuis maintenant plusieurs semaines. Quelles sont vos premières impressions sur notre département, vos premières constatations ? Alors j'ai atterri rapidement, on va dire, et puis j'ai fait quelques kilomètres depuis. Constatation, c'est un enthousiasme professionnel sur un beau département dans toute la diversité, la richesse qui le caractérise, à la fois géographique, à la fois, je dirais, culturelle, sociale. Il y a beaucoup de chantiers à faire dans la continuité de mes prédécesseurs, bien évidemment, puisqu'un Dazen arrive à un moment donné de l'histoire du département. Et il va pouvoir entreprendre des travaux que, certes, peut-être mes prédécesseurs n'ont pas fait, mais grâce à eux, parce qu'ils ont déjà, entre guillemets, labouré un peu le terrain et fait en sorte que les choses avancent. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné ou marqué, vous qui venez de l'Hérault? Est-ce que finalement les deux départements sont assez similaires? Ils appartiennent à la même académie, ça effectivement, c'est sûr, mais ils ont des similitudes, certes. D'ailleurs, on les associe souvent dans la réflexion académique parce que les deux départements, en termes de volumétrie d'élèves et d'enseignants, ont un poids plus que relatif, puisque c'est un peu plus de 70% de l'académie. Ils ont des similitudes liées à l'éducation prioritaire, en termes de volumétrie notamment, avec des quartiers qui sont bien identifiés entre la Mosson à Montpellier et Pisevin sur Nîmes. Ils ont des similitudes sur l'école inclusive, avec une volumétrie d'enfants à accompagner qui est assez importante. Et puis, il n'y a pas beaucoup de différence en fait entre les deux. Ils se distinguent un petit peu. On a une zone rurale peut-être plus importante. Ils se distinguent sur, je dirais, la diversité géographique. Bien évidemment, on peut regretter qu'on ait dans le département du Gard une petite touche en termes de littoral, ce que n'a pas l'Hérault. Mais par contre, lorsqu'on monte dans les Cévennes, effectivement, on a des spécificités assez intéressantes. Coralie parlait effectivement des disparités aussi de notre département du Gard. Une carte scolaire aussi qui, chaque année, fait beaucoup parler. Est-ce que vous avez quand même, ici et là, des sujets de préoccupation dans des endroits du Gard où vous attendez de faire peut-être encore des ajustements ? Alors, le sujet de la carte scolaire, c'est le rendez-vous annuel qui peut cristalliser des tensions, souvent d'ailleurs par incompréhension des choses. Donc ma méthode, ce sera vraiment de me faire comprendre d'abord des élus, parce que les élus sont des partenaires, ce ne sont pas des opposants. Et pourquoi ? Parce que c'est assez simple à comprendre. On est tous ensemble, élus, nous, hauts fonctionnaires, dans la même dynamique de créer les conditions d'enseignement et d'apprentissage les plus optimales possibles, sachant que d'un endroit à l'autre, les conditions sont différentes. On ne fait pas quand on est professeur des écoles, on a le même titre que l'on enseigne, je dirais, à Villeneuve-les-Avignon, dans le quartier, au cœur du quartier Pisevin ou au Vigan et autres. Mais en fait, on ne fait pas le même métier parce que les conditions sont différentes au regard des contextes et des environnements. Ça, c'est important à comprendre. Ce n'est pas qu'un effet de nombre d'élèves dans les classes. C'est plus compliqué que ça à faire. Et pour cela, je finis juste là-dessus. Pour cela, il y aura des réunions en janvier qui sont déjà programmées avec les élus sous la forme d'arrondissement de sous-préfecture pour leur présenter la carte scolaire et puis aborder d'autres sujets comme le service départemental jeunesse engagement sport, l'ancienne DDCS que tout le monde connaît mais qui depuis janvier 2021 est sous la responsabilité de l'éducation nationale, et puis le carré régalien qui est quand même au cœur de l'actualité avec tout ce qui touche le harcèlement, les violences scolaires. Vous misez beaucoup sur la pédagogie pour essayer de convaincre les élus. Après, c'est compliqué parce que dans les petites communes, c'est vrai que quand il y a la fermeture d'une classe, ça peut être dramatique, c'est d'une école. C'est vrai que c'est compliqué. Et c'est du service public. Oui, leur faire comprendre que l'école est un endroit très important, que vous vous rappelez, une fermeture des classes, ça peut effectivement créer beaucoup d'incompréhension.
Je ne sais pas si je vais essayer de les convaincre, mais au moins de me faire comprendre dans la méthode. Vous savez que dans les métiers de décision, ça les maires sont en capacité de le comprendre. Dans les métiers de décision, on a du mal à convaincre 100% des gens. Donc pour satisfaire des gens, donc le mieux c'est d'essayer de se faire comprendre. Coralie, on parle des sujets qui ont fait l'actualité à la rentrée de septembre dernier. Une rentrée chargée à l'Éducation nationale. On va d'abord parler de l'abaya qui a été dénoncé par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Quel est le bilan dans le Gard? Est-ce que c'était un vrai sujet? C'était un sujet, comme dans bon nombre de départements. La position du ministre a permis de clarifier très précisément pour les chefs d'établissement, notamment, la position à adopter. Je crois qu'en apparence... Est-ce qu'il y avait une gêne, c'est vrai? Est-ce qu'il y avait vraiment une problématique avec l'abaya? Et du coup, est-ce qu'il y avait une gêne de la part de certains directeurs d'établissements scolaires? Je pense qu'ils attendaient une position ferme institutionnelle qui est arrivée et qui a conforté et rassuré tout le monde. Et on a des chiffres beaucoup plus facile à gérer derrière. Monsieur le Dazen, est-ce qu'on a des chiffres dans le Gard? Est-ce que c'est quelques dizaines ou est-ce que le phénomène est un peu plus important? C'est difficile à chiffrer, pas parce qu'on ne veut pas donner de chiffres. C'est difficile à chiffrer parce que d'un jour à l'autre, ça peut évoluer. D'un lieu à l'autre, c'est pas le même dimensionnement. Donc c'est très, très compliqué à chiffrer. Je crois que ça se fait au cas par cas. Et d'ailleurs, le traitement se fait au cas par cas, parce qu'au-delà de l'interdiction purement et simplement, il y a l'accompagnement derrière des jeunes filles ou des jeunes garçons pour le camis, mais on était plutôt sur de l'abaya. Il y a l'accompagnement pour essayer de se faire comprendre aussi. On n'a pas de chiffres, donc du coup c'est difficile de qualifier cette affaire d'abaya. Ce qui a marqué aussi la rentrée scolaire, vous le savez, c'est ce qui s'est passé à Pissevin avec la mort du petit Fayette. Je sais que vous vous êtes déplacé quand même dans l'établissement, il devait aller à Condorcet. Du coup, on voulait savoir déjà quel est le message que vous avez fait passer auprès de la communauté éducative, auprès des professeurs, et surtout peut-être avoir un regard. L'établissement de Condorcet concentre beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de précarité. On voulait avoir votre regard dessus, puisque c'est vrai que depuis quand même des années, le conseil départemental et les élus locaux ont essayé de trouver des solutions, et pour l'instant ce que nous dit le département, c'est qu'il n'y a pas de solution pour essayer d'impulser de la mixité sociale sur Condorcet. Voilà. C'est une double question un peu large, mais qui mérite, je pense, d'être posée et d'avoir surtout votre avis. Alors deux choses dans votre question. Déjà le message auprès des équipes et de la communauté éducative, un message de soutien bien évidemment, un message d'accompagnement, on le fait depuis de nombreuses années, notamment dans les moyens qui sont attribués, puisqu'on est sur des allocations progressives de moyens en fonction des complexités d'établissements. C'est le cas de Condorcet ou d'autres établissements. On a une relation de confiance et de très grande proximité entre moi et l'équipe de direction. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner les projets, de les susciter, de les encourager et de dire aussi que ces événements-là nécessitent encore qu'ailleurs, une force collective, une union au sein de l'établissement pour que les élèves puissent conserver le regard et la représentation qu'ils ont encore dans ce quartier-là par rapport à l'école, c'est-à-dire un lieu sécurisé ou qui est porteur d'avenir. Et sur le manque de mixité? Sur le manque de mixité, c'est compliqué parce que la mixité, déjà dans le Gard, c'est un sujet du point de vue de la population gardoise au sens général du terme. Sur le quartier Pissevin, la mixité, l'école ne peut pas tout résoudre dans l'absolu. C'est aussi des problématiques de politique de la ville. Et là, j'ai envie de dire, c'est un travail en étroite relation avec le préfet, avec lequel je suis en contact permanent. On a encore quelques questions à vous poser, mais on va donner la parole tout de suite à Catherine, notre sociétaire. Votre question à notre témoin de l'actualité, le Dazen du Gard. En descendant à Nîmes en voiture, j'ai entendu à la radio que notre ministre Gabriel Attal avait dit vouloir mettre fin au tabou du redoublement. Donc c'est très récent. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est le redoublement, il ne faut pas avoir une vision manichéenne des choses. C'est pas blanc ou noir. Je crois que l'enjeu, c'est d'appréhender le parcours scolaire de l'enfant. Un redoublement, il faut se garantir déjà qu'il soit porteur d'effet. Redoubler pour refaire une classe sans repenser l'accompagnement, sans travailler sur le projet de l'enfant et de la famille en fonction de l'âge de l'enfant, bien évidemment, je crois qu'il est voué à l'échec. Et si c'est pour simplement refaire une année sans questionner la manière dont on la revit, je pense que l'enjeu est là. C'est la raison, pardon Coralie, c'est la raison pour laquelle en 2014 il avait été décidé qu'on arrêtait de faire redoubler les élèves.
Il y a eu une espèce de rétropédalage, on est revenu dessus par un décret où on a mis un peu de souplesse là-dedans, et puis là on a l'impression qu'on fait un vrai retour en arrière. Je pense que ça nécessite un vrai accompagnement. C'est pas forcément un retour en arrière. On peut infléchir des choses différemment. C'est une forme d'avancée aussi, en disant voilà, comment le vit l'enfant, le redoublement. Il ne faut pas que ce soit une sanction. Il faut qu'il y ait un engagement. Il faut qu'il le comprenne. Il y a vraiment un travail au plus près des besoins. Les enseignants ont leur parole là-dessus, et effectivement, ce sont les experts de l'apprentissage. Donc on les entend, on les écoute, et je crois que c'est une relation de confiance à installer. Pierre Jomain, est-ce que vous avez une interpellation, est-ce que vous avez un message que vous voulez porter auprès de notre témoin de ce soir, le Dasen du Gard? Oui, vous avoir là sur le plateau, c'est l'occasion à travers vous, de rendre hommage à l'ensemble du personnel de l'éducation nationale. Moi, je considère, mais c'est le cas des socialistes depuis longtemps, que l'éducation nationale est un pilier de notre République et qu'il ne faut pas oublier qu'elle a été attaquée, très récemment encore, et qu'il faut qu'on soit tous derrière les personnels de l'éducation nationale, partout dans nos communes. Et voilà, je voulais vous faire passer ce message-là d'un profond respect par rapport au travail qui est fait, tout en restant vigilant aussi sur les moyens qui sont donnés à notre éducation nationale, mais ce ne dépend pas de vous directement. Donc nous sommes vigilants sur les moyens donnés, mais je voulais quand même saluer très profondément le travail que vous faites. Je vous remercie. Coralie, on va enchaîner parce qu'il y a un sujet également sur la violence, l'ensauvagement, comme le ministre de l'Intérieur l'a qualifié désormais. Votre regard là-dessus, est-ce que, puisque vous êtes au contact bien évidemment du personnel éducatif dans le département du Gard, est-ce que vous remonte cette excessivité de violence dans notre département sur la population jeune? Force est de constater qu'il y a vraiment un territoire de violence, effectivement, que ce soit dans les écoles ou au collège ou au lycée, dont les auteurs ne sont pas forcément les mêmes. Effectivement, c'est un enjeu fondamental que d'assurer une forme de sérénité à l'école, parce qu'on ne peut pas bien apprendre si on va à l'école avec la moindre des craintes. Les enseignants ne peuvent pas aller exercer leur métier avec toute la conviction qui est la leur, en se sentant quelque part un peu en danger ou en risque. Au mois de septembre, il y a eu des intrusions dans des établissements. On a senti, nous-mêmes à la rédaction, on a été beaucoup sollicités aussi par les enseignants qui étaient inquiets. Oui, on a un vrai travail de prise en charge de certains élèves, notamment sur l'intérêt et le sens qu'ils donnent à leur présence dans l'établissement. On a un travail aussi auprès des parents, de l'Alliance éducative, ce qu'on dit traditionnellement Alliance éducative, parce qu'il y a aussi des faits qui sont commis par des parents, qui sont souvent avec toujours à peu près le même retour, qui est lié à une forme d'incompréhension, de méconnaissance des choses. C'est souvent lié à la méconnaissance des choses. Donc on a vraiment un besoin d'expliciter, de faire comprendre, et puis à un moment donné... Et de soutien de protéger. Je vous donne la parole, Coralie. Et de soutien aussi du corps enseignant, des professeurs, parce qu'on a vu l'exemple de ce rectorat en Île-de-France. Est-ce qu'à un moment donné, que ce soit sur la question notamment du harcèlement scolaire, aujourd'hui, comment vous pouvez agir efficacement pour à la fois entendre des familles qui sont démunies face à ces situations, et puis quelquefois aussi des professeurs devant leurs élèves qui rencontrent des difficultés et qui ont le sentiment de ne pas être suffisamment entendus par les rectorats? C'est une de mes fonctions et de mes missions que d'assurer les conditions sécuritaires de mes personnels et des élèves, bien sûr. Même si je ne suis pas en présence personnellement dans chaque lieu, 537 écoles, les collèges, lycées. Mais les remontées qu'on peut avoir sont... Mais il n'empêche qu'on peut quand même structurer des démarches, des protocoles avec des collaborateurs, des personnes dédiées à ces suivis et à l'accompagnement des personnes. On est à l'école, on est dans le milieu éducatif. Je crois que si les élèves ont le droit encore de faire des erreurs à n'importe quel moment de leur parcours, c'est à l'école. Plus tard, dans la société, ce sera différent. Et donc, on sera toujours dans un processus d'accompagnement. La sanction fait partie du processus d'accompagnement, mais il faut l'expliquer. Il ne s'agit pas de déplacer un élève d'un établissement à l'autre pour que le problème se règle. Il faut aussi de l'accompagner, cet élève-là. Donc, on sera, en tous les cas, dans ma démarche, je serai toujours dans de l'accompagnement et de la protection des personnels. Caroline, je vous donne la parole puisque nous avons une interpellation d'un téléspectateur pour le Dasen du Gard. Oui, où en est la situation des AESH dans les écoles accueillant des enfants porteurs de handicap ? Alors,
Voilà, les AESH sont des personnes que l'on recrute qui sont dédiées à accompagner les enfants qui ont une notification, que ce soit au titre individualisé ou de mutualisé. La situation en termes d'emploi est absolument positive, bien évidemment, c'est-à-dire si on rentre, c'est la confusion est souvent sur ce secteur-là. On confond l'emploi et la ressource, c'est-à-dire on confond l'emploi, c'est-à-dire le moyen, avec la ressource, la personne. Du point de vue des moyens, on est en capacité de pouvoir surseoir à toutes les demandes, sachant que, vous le savez, les moyens sont décidés en début d'année, mais les notifications courent au fil de l'eau et toute l'année, elles sortent. Donc on a forcément cette difficulté de pouvoir assumer, en tout cas prendre en charge des décisions qui sont tout au long de l'année, qui sont prises tout au long de l'année par la MDPH et des moyens qui n'évoluent pas tout au long de l'année. Néanmoins, en termes de moyens, dans le Gard, et les derniers résultats montrent que la couverture est très bonne, c'est une chose. Si on passe du côté des ressources, bien évidemment, il y a des gens qui peuvent démissionner, dénoncer le contrat pour trouver un autre emploi, et c'est dans leur droit. Et donc on a effectivement parfois des roulements, des instabilités ponctuelles, momentanées, entre le moment où le contrat est dénoncé et toute la démarche de recrutement d'une nouvelle personne, sans compter que dans certains lieux du territoire, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai envie de vous dire, dans les Cévennes, de recruter qu'en plein cœur de Nîmes. Ouais. Allez, Coralie, c'est à vous. Même si les Cévennes, et on salue les Cévenols, c'est très, Exactement. très joli. Et Catherine, qui vient des Cévennes. Eh oui, et en plus, c'est votre employeur, non? Parce que vous êtes chez prof et puis vous êtes directeur d'établissement. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Non, j'ai deux petites questions personnelles. D'ailleurs, ça fait combien de temps que vous faites ce métier, que vous êtes dans l'éducation nationale? Alors, dans l'éducation nationale, pas pareil. Dans l'éducation nationale depuis 1991. Vous avez commencé en tant que quoi? Vous étiez prof avant? J'étais professeur agrégé d'éducation physique et sportive. D'accord. Voilà. Vous voulez le reste? Non, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a conduit après à vous lancer dans l'administratif de l'éducation nationale. Donc on en sache un peu plus sur vous, parce que c'est vrai que derrière les fonctionnaires, il y a quand même aussi des personnes. J'aime pas trop le terme administratif, parce que j'ai gardé ma valence pédagogique, même dans les fonctions qui sont les miennes. Et je crois que ce qui a fait la bascule, et en tant que DAZEN, ça fait 10 ans que je suis dans cette fonction. D'accord. Et ce qui m'a poussé à basculer entre l'acte d'enseignement, c'est d'être intéressé à l'acte de pilotage des organisations. Mais la pédagogie reste toujours au cœur du problème. Allez, Coralie, c'est rapidement. intéressant rapidement, parce que justement vous étiez prof, maintenant vous êtes plutôt dans le pilotage. On en profite aussi d'avoir Catherine. On en a parlé, alors il y a Jean-Baptiste Jouve aussi qui est derrière en coulisses, et je pense qu'il doit y penser aussi très fort à cette question. On a eu des débats quand même sur le niveau des élèves en maths, en français, qui devenaient de plus en plus catastrophiques. On a entendu parler qu'il y avait aussi un malaise des profs, un manque de moyens. On entend aussi des fois parler que les parents, ils sont peut-être pas forcément derrière leur enfant. Je sais pas si c'était plus ou moins le cas avant. Mais vous, aujourd'hui, quand vous voyez les études qui sont réalisées par rapport au décrochage des écoliers français, pour vous, d'où vient le problème et quelles sont les solutions? Et vous avez 1 minute. C'est compliqué. Parce que c'est la fin. Voilà. Donc, les moyens ont été quand même mis depuis plus de 5 ans, avec, je vous rappelle, le dédoublement des classes. Je donne juste un indicateur quand même. Dans le département du Gard, sur les 10 dernières années, on a gagné un emploi supplémentaire tous les 13 élèves de moins. C'est quand même significatif quand même. Chaque fois que le Gard a perdu 13 élèves, on a eu une dotation d'un emploi supplémentaire, lié au dédoublement, lié à d'autres types d'accompagnement. Voilà. Donc les moyens, on les a. On a progressé aussi sur les axes de la formation, avec les plans maths, les plans français dans des différentes constellations dans le premier degré. On travaille avec les corps d'inspection du second degré pour que la continuité s'opère en collège. Les derniers résultats aux évaluations montrent qu'on a une attention à apporter sur la maternelle, certes dans le Gard, je parle, mais que progressivement, quand on passe CE1, puis après 6e, 4e, DNB, on progresse. Donc chez nous, ça va, c'est ce que vous dites dans le Gard. Les progrès, la tendance, alors je suis dans une tendance générale, bien évidemment, on n'est pas sur des secteurs bien précis, la tendance générale est à la progression. Donc, compte tenu aussi, parce qu'il faut mettre ça en rapport avec l'indice de position sociale, c'est-à-dire la caractéristique du public accueilli. Nous ne sommes pas dans les milieux les plus favorisés de certains endroits du territoire national. Et je pense que rapporté à cela, le Gard se porte pas si mal, même si il y a encore beaucoup de travail à faire. Allez, Caroline, encore 2 interpellations rapidement avant de libérer le DAZEN. On a 2 dernières interpellations effectivement de Lala qui dit que de son époque, il n'y avait pas d'arabe, pas d'espagnol, pas d'italien, mais des copains. Comment faire pour que l'école de la République le redevienne?
Et également Mohamed qui nous dit que l'école aide à l'éducation et surtout à l'instruction des enfants, mais n'est-ce pas aux parents d'effectuer leurs tâches éducatives? Il faut effectuer un travail de fond qui est difficile vu le manque de moyens. Monsieur Le Dazen. Alors 2 questions. La première, cette question de stigmatisation de nationalité plutôt que de parler des personnes et du développement des personnes. Je crois, vous savez, quand les enfants rentrent à l'école maternelle, il n'y a pas ces stigmates-là. Hein. Ils sont pas sur ces questions-là et les enfants et même y compris les adolescents ne sont pas sur ces enjeux-là. Je crois que les adultes ont un rôle extrêmement important à jouer. Extrêmement important. Y compris les parents? Ah ben, les adultes. Ah oui. Les adultes. Compris les parents, les sur adultes. la deuxième question pour faire Et le oui, lien parce avec que, sur oui, l'instruction et l'éducation. Ben, l'essentiel, si vous voulez, c'est le discours que je mets en marche systématiquement. Il faut absolument faire en sorte que le discours qui est tenu à la maison sur l'école ne soit pas trop éloigné du discours qui est tenu à l'école. Sinon, l'enfant, lui, il est dans l'entre-deux et il choisira. Donc, je pense qu'on a une responsabilité de parents et j'ai envie de vous dire, si mon sujet, ce sont les élèves dans le département, je n'écarte pas mon objet de travail qui est la relation avec les parents. Oui. C'était essentiel pour la réussite de leurs enfants. Monsieur Le Dazen, Christophe Rony, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs, de celles de Coralie, et puis toutes les personnes sur ce plateau, on aura l'occasion.